Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EGG. Aujourd'hui, on va se poser une question, à savoir si le GeForce Now serait le futur Stadia Killer. Les deux services de cloud gaming, celui de Nvidia et celui de Google, sont quand même relativement similaires dans leur principe, puisque c'est du cloud gaming, mais on verra que dans le fonctionnement, il y a quand même de grosses différences, et on verra quelles sont ces différences, et les points positifs également, et points négatifs de l'ensemble de l'un ou l'autre des services. Pour faire le tour de la question avec moi cette semaine, nous avons Damien Quattro. Damien, salut, la forme? Salut à tous, ouais, la forme. Alors toi, tu as séché le service, donc et puis tu étais même dessus pendant la bêta. J'étais pendant la bêta, donc j'ai à peu près, je sais pas, peut-être un an de recul sur la techno. Donc voilà, je peux plus en parler évidemment, tu as testé la finale aussi, quoi. Nous avons également Stéphane, yes. Stéphane ici présent. Stéphane. Ici présent, et moi je suis en file, je suis pas là aujourd'hui, je suis en file d'attente numéro 480, 479, bref, j'ai pas vraiment réussi à essayer, j'ai pensé. C'est pas gentil. Voilà, ainsi que moi-même, nous allons faire donc le tour de ces quelques chapitres. Alors tout d'abord, en introduction, on va se poser la question de savoir c'est quoi GeForce Now, pour commencer. Donc on va se focaliser sur le service de Nvidia, dont les annonces sont les plus fraîches, on va dire, puisque Stadia est quand même sorti avant. On va voir les forces et faiblesses du système. Ensuite, on verra si c'est vraiment un Stadia Killer ou pas. Encore une fois, alors peut-on tuer quelque chose qui n'est pas vivant? Je ne sais pas, ça on en reparlera dans ce chapitre-là. Mais on va voir si ça peut faire de l'ombre à un éventuel succès du service de Google. Et puis on finira, on clôturera tout ça par la conclusion. Alors on commence par voir le premier chapitre de notre sujet. Alors qu'est-ce que GeForce Now? Alors qui veut faire un petit point sur le concept de base de GeForce Now? Moi, GeForce Now, c'est le service de cloud gaming de Nvidia, donc qui fait les cartes graphiques GeForce, ça coule de source vu le nom, et qui a également fait du matos type la Shield TV par exemple, qui est un petit boîtier multimédia, on va dire, qu'on peut brancher sur sa télé et qui permet de jouer à des jeux ou à utiliser des applications Android, mais aussi éventuellement de l'émulation si vous voulez, regarder des films et tout ça, et qui du coup a officiellement enfin lancé sa version finale de GeForce Now, donc cette technologie de cloud gaming qui était en bêta depuis peut-être pas loin d'un an, pour justement les possesseurs d'NVIDIA Shield qui avaient un accès automatique à la plateforme, et les autres étaient en file d'attente. Donc c'est un terme que vous allez entendre un peu aujourd'hui, file d'attente, par rapport à ce service. Et donc la promesse, c'est quoi? Comme tous les services de cloud gaming, c'est de pouvoir jouer à un jeu, peu importe le support, en qualité PC et en qualité top, parce que vu qu'il y a Nvidia derrière, ce sont des serveurs distants qui ont des cartes graphiques Nvidia type 1080 ou 2080, donc vous allez avoir très certainement des jeux en meilleure qualité que ce que vous avez sur le matériel en question. Donc si c'est un smartphone, une tablette ou un vieil ordi ou votre Shield TV, vous allez avoir des jeux qui visuellement vont être tout à fond au niveau des options graphiques, en tout cas avec un niveau de détail assez avancé. Sur des plateformes qui ne le supporteraient pas forcément, quoi. Pour les exemples que tu as cités, téléphone portable et compagnie. Exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ça fonctionne via une application ou un logiciel. Donc GeForce Now, donc il y a l'application sur Android et sur iOS, et sur Shield TV évidemment, et vous avez aussi un logiciel sur PC, sur Mac, qui vous permettent d'accéder du coup à ce service-là. Alors la subtilité de ce service-là, c'est qu'il fonctionne avec deux modalités. Il y a la modalité gratuite, donc en fait vous pouvez accéder gratuitement à GeForce Now dès maintenant, sans payer 1 euro, et en fait ce que le service vous propose, c'est vous connecter à votre bibliothèque Steam ou à votre bibliothèque Epic Games pour aller piocher, ou plutôt à l'inverse, de lancer des jeux qui sont compatibles avec GeForce Now et qui seraient que vous auriez déjà acheté sur Steam ou Epic Game Store par exemple. Et ça fait une énorme différence. Ouais. Alors justement, d'abord au niveau des formules proposées, donc tu as l'accès gratuit comme tu disais, donc on verra quels sont les problèmes de l'accès gratuit. Ouais. Tu dis
Et après, il y a une version payante, un abonnement payant qui pour l'instant s'appelle l'abonnement fondateur, qui du coup donne accès à un accès prioritaire à la plateforme, une durée de session étendue, parce qu'en fait en version gratuite on est limité à une session de jeu de 1 heure maximum, alors que là il me semble que c'est 6 heures, et on a le RTX, donc le Ray Tracing, qui est on va dire, pour vulgariser, une fonctionnalité graphique très avancée qu'on a sur les dernières cartes graphiques Nvidia. Et sur les consoles à venir, qu'on aura sur les consoles à venir. Et moyennant donc un coût de 5,49€ par mois. Et encore une fois, je le reprécise, mais 5,49€ par mois, vous n'avez pas accès forcément à des jeux, vous avez accès à des serveurs distants qui vont vous permettre de jouer à distance via le cloud, à des jeux de votre catalogue, du catalogue GeForce Now, mais qui seraient déjà dans votre bibliothèque Steam ou Epic Game Store. Très concrètement, par exemple, vous avez le jeu The Witcher 3 que vous avez acheté sur Steam, il est compatible GeForce Now, donc via GeForce Now vous allez pouvoir chercher votre jeu, l'intégrer à votre bibliothèque virtuelle GeForce Now et y jouer comme si vous étiez sur un PC de jeu assez avancé, sauf que vous pourrez y jouer sur votre Shield TV par exemple, ou sur un PC qui aurait 10 ans par exemple, en tout cas un PC pas très puissant qui supporterait un Windows compatible avec GeForce Now, avec l'application GeForce Now. Voilà, sachant que l'offre fondateur, et je finis avec la partie un petit peu commerciale, l'abonnement fondateur vous offre une période de gratuite d'essai de 90 jours. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, vous pouvez jouer gratuitement en bénéficiant de l'abonnement payant. Donc en gros, accès prioritaire au jeu, durée de session étendue, le mode RTX, voilà. Est-ce que t'as pas moyen d'acheter des jeux en fait sur GeForce Now ? Tu achètes via GeForce Now, mais un jeu sur Steam, ou après tu as des jeux Android, jeux Android que tu vas acheter. Mais là, ça ne fonctionne pas avec GeForce Now. C'est par exemple, tu vas pouvoir acheter Oceanhorn sur ta Shield, parce que Oceanhorn est un jeu Android et donc compatible Android TV. Tous ne sont pas compatibles Android TV, mais voilà. Et donc du coup, tu peux les acheter effectivement directement dans Nvidia Games de Shield TV, mais ça n'a rien à voir. Au final, il n'y a pas comme chez Google en fait d'achat de jeux sur le service de cloud gaming et qui ne serait dispo que sur le service. C'est même une force, c'est même ce qui est mis en avant par Nvidia, c'est que ne changez rien à vos habitudes, vous utilisez les jeux que vous avez déjà achetés sur d'autres plateformes. Voilà, vous les avez achetés, ils sont à vous, c'est marqué sur la page d'accueil. Connectez-vous à vos bibliothèques favorites et parcourez votre bibliothèque de jeux. Donc en gros, une fois qu'on a acheté sur son compte personnel d'une boutique, on peut les réutiliser sur GeForce Now. La grosse différence malheureusement, c'est que, je sais pas moi j'ai énormément de jeux sur Steam par exemple, et bien il n'y a qu'une infime partie de ces jeux qui sont disponibles sur GeForce Now. Voilà, c'est pas parce que vous avez 1 milliard de jeux sur Steam que vous les aurez systématiquement sur GeForce Now. C'est la grosse différence et c'est actuellement une des faiblesses de GeForce Now. Ouais, donc du coup, si on passe au chapitre des forces du système, donc là on l'a bien compris, GeForce Now c'est un service de cloud gaming, pas de souci. C'est vraiment une approche différente de Stadia pour le coup, puisque en gros c'est la réutilisation des bibliothèques existantes, que ce soit Steam ou Epic. Mais donc on passe au chapitre des forces du système. Pour toi, quels sont les avantages en fait par rapport à Stadia, quoi, ou même par rapport à une machine matérielle, quoi, tout simplement. Alors déjà, le premier point, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, j'ai pu tester avec la bêta, et la bêta était déjà très satisfaisante. Parce que je vais être encore une fois hyper transparent. Moi je n'ai pas la fibre à la maison, j'ai un ADSL aux alentours de 20 mégas qui est pas le plus véloce du monde, pas le plus stable non plus, et j'ai testé vu que c'était gratuit pour m'acculturer, et j'ai été très agréablement surpris de voir que ça fonctionnait nickel. Alors certes j'étais en 720p à 60 images par seconde, mais ça me permettait déjà de pouvoir jouer dans de bonnes conditions à des jeux comme les Lego, comme The Witcher 2, etc. Sonic Racing Transform, des choses comme ça, ou les Tomb Raider d'ailleurs, ou le premier pardon, enfin le reboot, et en gros de voir que chez moi dans mon modeste domicile avec une connexion certes en Ethernet mais pas incroyable, ça fonctionnait, ça m'a quand même rassuré en me disant ok, le cloud gaming c'est peut-être pas
aussi lointain dans l'avenir que ce que je pensais. Je peux moi-même aujourd'hui envisager de l'utiliser sur ma Shield TV. J'ai essayé sur Mac parce qu'à l'époque c'était pas disponible sur smartphone. Et ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs de lancer ma Shield TV et de lancer mes jeux directement dessus plutôt que lancer mon ordi. Parce que vous savez, vous lancez, il y a toutes les mises à jour et parfois, notamment The Witcher 3, il était moins joli au niveau des textures et des options sur mon PC gaming que sur Shield TV. Ce qui est quand même un tour de force non négligeable. Donc ça c'est un énorme atout. Sachant que GeForce Now requiert un minimum de 15 mégabits seconde en termes de connexion. Donc c'est relativement accessible pour du 720p en 60 images par seconde et minimum 25 mégabits par seconde pour du 1080p 60 fps. Voilà, donc je vous recommande quand même très fortement de passer en Ethernet, mais franchement ça le fait. Et donc avec la version finale, j'ai pu le tester aussi sur un smartphone Android. Donc la limite c'est il faut au moins avoir 2 Go de RAM je crois. Et la version 5.0 de l'OS de Google, donc ça c'est quand même assez accessible on va dire comme technologie et ça marche super bien. J'ai joué à Crash Bandicoot donc Trilogy que j'ai acheté du coup après coup sur mon smartphone et ça marche nickel. En termes de latence c'est tout à fait supportable. J'étais assez bluffé. Et l'autre atout, c'est justement de ne pas avoir à racheter mes jeux sur une éventuelle interface comme c'était le cas de Stadia. Là c'était quand même pas mal de mes jeux que j'avais déjà achetés sur Steam ou sur Epic Game Store en amont. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés justement pour les avoir sur GeForce Now, mais c'est pas la majorité. Et voilà, de pouvoir les lancer. Et tu retrouves ta sauvegarde Steam Cloud aussi sur ton. Alors effectivement, voilà, tout est lié à Steam, c'est-à-dire que, pour la partie Steam, donc ça veut dire qu'on garde sa liste d'amis, on a même un accès à Steam, aux options de Steam, qui sont quand même assez agréables, les sauvegardes Steam Cloud, donc concrètement, je poursuivais des fois mon The Witcher 3 sur mon PC, des fois sur ma Shield TV, donc ça c'est vraiment hyper appréciable. Et un autre truc aussi qui est assez cool, on n'y pense pas forcément, c'est que, en fait, comment ça se passe très concrètement. Alors c'est là aussi où c'est pas forcément ultra grand public, c'est que quand vous sélectionnez un jeu, vous allez avoir un passage un peu sur Steam, donc il va falloir mettre vos identifiants Steam, éventuellement votre Steam Guard si vous avez une protection, et après ça va télécharger le jeu. Donc vous allez avoir pendant un temps la fenêtre de Steam dans GeForce Now, comme si vous étiez sur un serveur distant en fait. Et mais par contre, vu que les serveurs de GeForce Now sont vraiment sur des nœuds avec une super connexion, votre The Witcher qui sera à je sais pas moi 30 gigas, et il va être téléchargé super rapidement. En tout cas, par rapport à chez moi où par rapport à sur une machine, t'as l'impression que tu loads un niveau en fait, donc, même plus rapide. Exactement. Voilà, en gros, je dis n'importe quoi, peut-être en 15 minutes c'était fait quoi. Et donc l'air de rien, ça fait gagner un petit peu de temps. Et puis le plaisir de pouvoir mettre toutes les options à fond. Alors encore une fois, ça va dépendre. 15 minutes, fonction de votre même pas. Débit, de votre connexion internet, vous n'aurez pas forcément une image aussi fine, aussi détaillée que si c'était en natif sur votre ordi. On va pas vous vendre du rêve, mais par contre en termes d'effets, de brillance et tout ça, quel plaisir de pouvoir mettre tout à fond. Moi quand j'avais testé le téléchargement du jeu complet, c'était moins d'1 minute, ça se comptait en secondes en fait. Ça dépend du jeu, c'est impressionnant, ouais, tout à fait. Et puis ça dépend peut-être s'ils l'ont en cache ou pas, mais en fait quand on installe le jeu sur Steam, enfin sur son Steam qui est dans le cloud au travers de GeForce Now, c'est vraiment extrêmement rapide quoi. Alors autre avantage en fait côté matos sur lequel on va pouvoir exécuter, on va pouvoir utiliser son service quoi, qu'on soit en gratuit ou en payant. GeForce Now est vraiment large à ce niveau-là comparé à Google Stadia. GeForce Now ça va vraiment tourner de partout quoi, sur un PC, sur un Mac, enfin comme tu l'as dit sur Android, quelles que soient les conditions, je veux dire, ce sera pas obligé d'avoir un certain gamepad ou quoi que ce soit, ou un Chromecast ou quoi, ça va vraiment tourner quasiment sur un gamepad tout court, sur smartphone, tu peux jouer avec les boutons virtuels. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, oui, là, mais en sur tout cas, ça fonctionne. Voilà. Ok, mais voilà, comme on est forcément obligé de faire le parallèle avec Stadia, c'est quand même, typiquement Stadia, on rappelle que sur mobile, t'es obligé d'avoir un pixel ou, tu vois. Oui, alors après Stadia, c'est temporaire. Voilà, c'est en phase de Stadia. Je pense qu'ils font ça uniquement pour
pour limiter le déploiement du système, Oui. pour éviter que ça soit surchargé dès le départ. Donc c'est limite par défaut, forcément à leur propre matos, c'est-à-dire au Pixel et au Chromecast, mais aussi, je crois que j'ai pu aussi l'utiliser sur, si je dis pas de bêtises, sur des Galaxy S9, enfin à partir du S8 jusqu'au dernier, sur le ROG Phone d'Asus et sur le Razer Phone aussi, je crois. Mais voilà, je pense que l'idée de Stadia, à terme, c'est que ça soit disponible partout. Mais là, pour l'instant, ils sont surtout en phase de monter de monter en déploiement. Peut-être qu'ils veulent garantir aussi une certaine qualité de ça arrivera au service. final. Enfin, si ça se développe, si Stadia et si Google jette pas l'éponge avant, parce qu'on connaît Google et les services qui apparaissent et qui disparaissent. Mais l'idée, ouais, c'est d'avoir la compatibilité la plus large au final. Ouais, donc pour l'instant, là, sur le nombre de... Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très limité. On rappelle, Stadia, à date, c'est 9,99€ par mois, et il faut acheter ces jeux. Il y a quelques jeux comme Destiny 2, je crois, qui sont offerts, mais il y en a 3. Et surtout, il faut acheter le bundle avec la manette Stadia et le Chromecast Ultra pour y jouer. Alors, sachant que normalement dans l'absolu, après n'importe quelle manette Bluetooth, mais c'est vrai que Stadia, en fait, il y a eu énormément d'attentes, des belles promesses, et quand je sais pas si on peut appeler ça un produit, mais quand le service est sorti, en fait, la plupart des promesses n'étaient pas tenues. En tout cas, il y a plein de choses qui restent encore à démontrer, à être accessible, et donc du coup on avait l'impression d'avoir vraiment quelque chose de pas fini en fait à date, même si de l'aveu, alors moi je l'ai pas testé, mais de l'aveu de ceux qui l'ont testé, c'est tout à fait fonctionnel, etc. Alors que ça qui est intéressant avec GeForce Now, c'est que GeForce Now a moins fait parler de lui dans la phase ils sont développés en fait, ils sont développés à leur rythme, mais c'est ça. Et moi, pour l'avoir testé depuis quasiment un an, franchement, c'était ultra fonctionnel. Ils sont arrivés avec un abonnement payant qui est 2 fois moins cher que Stadia, et en plus, on vous demande pas de racheter vos jeux, parce que moi c'est ça me paraît complètement hallucinant de devoir racheter mon jeu. Imaginons, je crois encore mon bien aimé The Witcher 3, de devoir le racheter sur Stadia par exemple. Ça me ferait flic quoi. En plus de payer un abonnement, alors que là via GeForce Now, j'utilise ma propre base de données, enfin ma base de jeux, ma propre bibliothèque, et qui va forcément s'étoffer au fur et à mesure. Et sachant aussi, je l'ai pas évoqué, mais c'est qu'aussi il y a un bon nombre de jeux gratuits free to play comme Fortnite qui sont aussi accessibles donc via GeForce Now. Donc je crois même Polo, t'as pu tester Dead or Alive 5, voilà. Qui est free to play, du coup vous pouvez l'essayer du coup sans frais. Donc ce qui est intéressant c'est avec GeForce Now, c'est que si vous savez pas trop si le cloud gaming c'est pour vous, si votre connexion fonctionne, vous avez cette offre gratuite qui vous permet d'avoir quand même une idée si ça se lance. Ça vous permet quand même de tester le truc, là où Stadia vous avez rien en gratuit, vous pouvez pas essayer grand chose. Donc ça ce sont tous à mon sens les principales forces de GeForce Now, outre en plus le fait que vu qu'il y a des cartes graphiques Nvidia, vous avez de belles options graphiques, et pour l'abonnement payant RTX, c'est de loin ce qui se fait de mieux en termes de graphisme actuellement sur PC, et que là vous n'avez pas besoin de changer votre matos ou d'investir sur un PC à plus de 1000 €. Moi, je vais rebondir un peu sur ton point là dans les force du système. J'ai eu exactement la même impression que toi en fait. Ça a été alors moi ça n'a pas été mon premier contact avec le cloud gaming, le premier contact ayant été pendant une présentation d'SFR lors du lancement de la 4G. Il y avait devant la gare de la Pardieu, là ils avaient des téléphones portables avec en 4G, donc avec cloud gaming dessus. Il y avait notamment un jeu Lego Pirates des Caraïbes là qui tournait, et là j'étais déjà agréablement surpris par la techno quoi. Je trouvais qu'il y avait pas trop de temps de réponse et tout, c'était top, mais c'était de la 4G. C'était de la 4G, donc c'est-à-dire un débit quand même bien supérieur, et notamment en upload surtout, et aussi en download, mais surtout en upload par rapport à une connexion ADSL classique, 10 mégas. 10 mégas en download bien sûr, pas en upload, parce qu'en upload c'est beaucoup moins rigolo avec une connexion ADSL. Et donc là ça a été mon deuxième contact on va dire avec la techno, lorsque j'ai essayé GeForce Now dans sa phase bêta au tout début. Et j'ai été
très très surpris, tout comme toi, de la qualité du... Enfin vraiment, je m'attendais pas à ce qu'avec une connexion ADSL classique, donc en dehors de la 4G, tu puisses parvenir à un résultat tout à fait exploitable, avec quasiment pas de latence, avec finalement même des jeux assez rapides, du style typiquement les jeux de baston, tu vois, qui restent jouables. Ou les jeux de bagnole, hein, comme si Sonic, je sais plus si c'était Sonic and Sega All Stars Racing Transform, qui est en plus rapide, qui est un Mario Kart-like, il marche nickel. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Donc vraiment une très très belle techno, hein. Ça là-dessus, il faut vraiment insister sur ce point, c'est vraiment chouette. Enfin, ça marche aussi très bien côté Google, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est maîtrisé. De toute façon, voilà, c'est la partie d'NVIDIA, hein, donc on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui maîtrise très très bien. Tu vois autre chose dans les points positifs? Donc à part disposer de ton catalogue de jeux que tu as déjà, pas obligé de racheter tes jeux, rapidité d'installation de tes jeux, quoi, dans cette machine virtuelle, on va dire, cloud. Tu vois vous voyez d'autres trucs à ajouter ou Non, c'était quand on est dans l'écosystème Nvidia, donc du coup, moi je sais que par exemple sur Shield TV, je peux aussi faire de la capture par-dessus. Voilà, c'est un peu ce que Google essaye de vendre avec Stadia, mais vu qu'il n'y a pas encore l'intégration YouTube, c'est compliqué. Mais voilà, c'est dans un écosystème gaming assez performant qui te met dans de bonnes dispositions. Tout à fait. Alors dans les forces aussi, il y a déjà la possibilité d'accéder au service gratuitement, même si on va revoir dans les faiblesses que ça, dans la pratique, c'est un peu différent. C'est une démo en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi, pour l'instant, même, je dirais en payant, c'est pas trop cher, quoi. On va dire 5 euros par mois, ça, c'est accessible, même si là, ça va revenir aussi ce point-là dans les faiblesses, comme on va le voir tout de suite. Pour ce qui est des forces, vous pensez qu'on a fait le tour? Ouais, ça va. Oui. Voilà. On passe du coup aux faiblesses et justement, on va voir déjà la faiblesse de la proposition gratuite et on va voir aussi la faiblesse de la proposition payante parce que la proposition payante aujourd'hui, on ne sait pas combien elle coûte finalement parce que l'abonnement premium est annoncé à 5 euros, mais c'est la première année et donc du coup, on ne sait pas du tout aujourd'hui. 5,49 €, Polo. 5,49 €, mais on ne sait pas du tout combien ça va coûter la deuxième année. À partir de la deuxième année, quoi. Enfin, en fin de première année, il n'y a aucune information là-dessus, évidemment. Nvidia se garde bien de communiquer sur le sujet, et d'autant et puis cette fois pour passer de nouveau au gratuit, je pense que toi, Stéphane, tu as essayé d'accéder. Oui, parce que moi, j'étais pas du tout dans le même cas de figure que vous, c'est-à-dire que j'avais pas essayé la bêta et du coup, quand le service est sorti, j'ai essayé un petit peu de voir ce que ça donnait avec la formule gratuite et j'ai passé mon temps à attendre dans une file d'attente qui mettait très très longtemps à diminuer et qui fait que à chaque fois je me suis résolu à abandonner parce que j'avais pas non plus j'aime bien attendre pour jouer, je peux concevoir d'attendre pour jouer, ça m'arrive, mon expérience du cloud gaming, elle se limite surtout au PS Now où des fois on a un petit peu d'attente et c'est déjà parfois un petit peu gênant, mais devoir attendre une demi-heure pour jouer en plus une session d'une heure, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, effectivement, là pour la peine, pour moi, le service gratuit, il est pas là, quoi. C'est une démo, comme tu disais, Damien, c'est presque un bench en fait de savoir si tu peux utiliser le service payant en fait. Mais tout à fait. Mais aussi bien la limitation d'une heure. Bon, après, on peut très bien avancer dans un jeu en moins d'une heure et en tirer un bénéfice, mais ça reste quand même assez limité. Et puis cette file d'attente qui est quand même assez surchargée. Alors ça dépend peut-être des horaires auxquels j'ai essayé, mais en tout cas, il y a la promesse de dire utilisez le service gratuitement, venez vous connecter, vous pourrez jouer. Clairement, elle est pas là pour l'instant, parce que, Encore une fois, alors là, j'apporte un peu d'eau à ton moulin et je la tempère. Ça dépend vraiment des moments. Moi, je me rappelle dans la première semaine de la version finale. Alors moi, je sais que la version bêta, j'avais jamais eu de problème d'attente. Version finale, la première semaine, pas de souci, j'ai pu y accéder sans souci avec mon Mac, avec mon téléphone, avec ma Shield TV et tout ça. Et au-delà, en fait, quand ça a vraiment commencé à avoir du bruit, que tout le monde ça a commencé à en parler en disant c'est génial.
final, c'est gratuit, machin, tout ça. Là, ça a été plus compliqué. J'ai eu des 200, 400 personnes en file d'attente devant moi, mais j'arrivais quand même à jouer au bout de, je sais pas, n'importe quoi, 10 minutes, voilà. Et là, ces derniers temps, c'était beaucoup plus compliqué. Alors sur le téléphone, j'arrive plus. Il y a trop de monde, visiblement. Et par contre, ça m'a fait un truc étrange au travail en connexion fibre, donc sur PC en fibre. Donc j'ai testé 3 fois à l'heure régulière et les 2 premières fois, je n'ai eu aucune attente. Ça s'est vraiment lancé tout de suite, c'était entre midi et 2. Incroyable, voilà, et c'était top parce que franchement avec la fibre et tout, là ça doit pas faire rire là, pour le coup. En plus sur 1080p, franchement ça fait pas rigoler. The Witcher 3, j'ai fait du Warframe, donc voilà, jeu un peu orienté multi et tout, franchement c'était top. Et la 3e fois, j'ai dû avoir une 20aine de personnes devant moi, mais pareil, c'était digeste. Donc, est-ce qu'il y a la question de la période? Est-ce que Nvidia met en avant peut-être les gens qui ont la fibre et qui sont des nouveaux comptes, je sais pas, mais voilà, je mets une réserve, ça marche parfois très bien et là ça commence à être un petit peu, pour ceux qui sont en version gratuite, ça commence à être un petit peu effrayant. Donc après, encore une fois, c'est à but intéressé, c'est-à-dire qu'évidemment ce service-là, je pense que le but c'est que ça soit, enfin que les gens payent leur abonnement parce qu'il y a comme une infrastructure derrière et tout ça coûte. Hein, quand vous avez derrière un serveur avec une RTX pour la version l'abonnement payante, mais ou même une 1080, c'est quand même une grosse plus-value, c'est par rapport à votre matos de départ et ça fonctionne bien. Encore une fois, quand ça marche super bien. Donc j'imagine que ça a un coût. Donc le gratuit, comme disait Stuff, c'est un benchmark, c'est pour voir si vous êtes compatible avec la technologie et que ça vous parle. Et après, pour voir quels sont les jeux de ta vidéo que tu vas pouvoir exploiter, quoi. Après les 12 mois, on ne sait pas. Voilà. Mais là, on va vraiment arriver sur l'autre truc qui pour moi est plus gênant, c'est vraiment le catalogue de jeux, parce qu'effectivement, si on dit que la version gratuite c'est une démo, et voilà, et ça reste une démo viable, la version payante permet d'avoir pas de temps d'arrêt ou vraiment une toute petite file d'attente de rien du tout. Donc après mais derrière pour jouer à quoi? Voilà. Et c'est là où le bas blesse, c'est que depuis un peu l'annonce en grande pompe de la version finale, il y a des jeux qui ont disparu du catalogue, que moi j'avais même sur la période bêta. Et il y a même des éditeurs qui ont disparu du catalogue du coup. Oui, très concrètement, je crois que les premiers, donc le service est devenu officiel GeForce Now, devenu final, accessible à tous le 4 février 2020. Le 17 février 2020, Activision Blizzard donc annonce qu'il quitte le catalogue carrément. Donc il y avait du Call of Duty, du Overwatch, du Warcraft, du Diablo. Hop, allez, merci, au revoir. Enfin, en tout cas, voilà, il est connu pour ça, parce que moi je me rappelle qu'il y avait un Call of Duty dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors Square Enix, je sais pas ce qui s'est passé avec eux, mais en tout cas, moi j'ai cherché Tomb Raider, il y en a aucun, clairement. Il y avait le reboot normalement. Je l'ai pas retrouvé hein, quand on a fait le test à la maison. Voilà. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont pas accessibles quand il y avait le reboot pendant la bêta, ouais, tout à fait. Ouais, le reboot, le Tomb Raider, je l'ai fait. Ah oui, moi aussi pendant la bêta, pas de souci. Par contre, je l'ai recherché une fois la finale, je l'ai pas retrouvé. Ok. Donc 17 février, Activision Blizzard qui quitte le catalogue GeForce Now. Nvidia qui dit simplement que ça a été un partenaire fantastique pendant la bêta, voilà, et que avec une sorte de malentendu par rapport à l'offre gratuite du service. Donc je le rappelle, même si vous prenez l'abonnement payant à 5,49€, pendant 3 mois, les 3 premiers mois, c'est gratuit. Donc vous avez accès gratuitement à des jeux. Et visiblement, ça embête certains éditeurs. Le 20 février, c'est Bethesda qui annonce son retrait de la plateforme. Alors pas complètement, parce qu'il y a encore Wolfenstein Youngblood qui optimise RTX, donc une technologie d'Nvidia, mais qui enlève quand même leur Fallout, leur Wolfenstein The New Colossus et peut-être du Elder Scrolls, je sais plus. Voilà. Et pareil, du coup, avec l'arrivée au service payant, ils ont fait le choix d'enlever leur jeu pendant la période d'essai. Donc est-ce que à la fin des 3 mois de la période d'essai de GeForce Now, ces éditeurs vont revenir? Grande question. Très intéressant, le 4 mars 2020, c'est un petit éditeur, Interland Games, qui dit qu'ils ont retiré leur jeu The Long Dark, je ne sais pas si vous connaissez, et de manière très claire cette fois, en disant qu'ils ont vu que Nvidia avait mis leur jeu sur la plateforme sans demander leur permission. Donc du coup, l'éditeur a tout simplement demandé de retirer le jeu.
voilà, de GeForce Now, et voilà, et j'aime bien parce que du coup il y avait un peu de lynchage de la part de la communauté. Il disait veuillez vous adresser à eux pour toute complainte, pas à nous. Les développeurs devraient pouvoir contrôler les plateformes sur lesquelles les jeux existent. Le truc c'est qu'ils se considèrent pas comme une plateforme en fait, c'est ça. Bah, apparemment ils intègrent, alors encore une fois je suis pas dans les petits papiers, mais Nvidia intégrerait les jeux parfois de manière un peu unilatérale, c'est-à-dire sans informer les développeurs ou l'éditeur, et donc du coup le retour de bâton c'est que quand l'éditeur s'en rend compte, non mais pas trop bien luné. C'est ce que je te dis en fait. Oui, alors dans les faits, moi je comprends tout à fait l'éditeur, mais Nvidia ne se... Et le 6 mars, et je finis simplement, le 6 mars c'est 2K Games, donc qui est quand même un gros éditeur, qui annonce son départ aussi avec 2K Games, c'est Borderlands, c'est NBA 2K, c'est Bioshock, c'est Civilization, donc là ça commence à faire quand même un petit peu beaucoup, et du coup ça allège le catalogue de jeux que vous pourrez retrouver sur GeForce Now. Donc même si le service est pas très cher, si vous pouvez pas jouer aux jeux qui vous tiennent le plus à cœur, c'est un peu frustrant. Ouais, ou si tu commences ton jeu et qu'il se fait enlever à l'arrache, enfin voilà quoi. Mais oui, en fait, ils se considèrent pas comme une plateforme comme pourrait l'être Stadia quoi. Ils se considèrent juste comme un accès à ton Steam dans le cloud quoi. Voilà. C'est ça. Mais du coup, ça, les éditeurs n'en l'entendent pas. Dans les faits, ils sont une plateforme, en fait. Bien sûr qu'ils sont une plateforme. Tout à fait. C'est ça qui te permet de lancer le jeu. Et dans la mesure où les éditeurs vont vouloir forcément récupérer de l'argent là-dessus, ils ont fait, je pense aussi, et tout simplement, et contrôler aussi tout simplement sur quelle plateforme ils sont disponibles ou pas disponibles. Ça peut, c'est compréhensible de leur réaction par rapport à un service qui met leur jeu de manière unilatérale. Après, est-ce qu'il y a derrière des choses à venir entre ces éditeurs et Google ou Microsoft on verra ça plus tard. Mais savonnage de planche de la part de Google, quoi, c'est possible. Mais disons que oui. Ce qui est certain, c'est que quand bien même les jeux là, ils sont achetés, les jeux que vous auriez sur Steam ou Epic Games Store, vous les avez achetés. Bon, c'est ça. Dans le gratuit. C'est ça. Mais par contre, en fait, si on se met dans la peau d'un développeur, qu'on se dit sur Stadia, on me garantit que les gens vont racheter mon jeu. Bah oui. Forcément, imaginons, je sais pas moi, un jeu qui vaut 40 €, si le développeur gagne 10 € sur chaque jeu est vendu et l'éditeur au moins une vingtaine d'euros aussi, et effectivement ils vont gagner plus d'argent sur Stadia que sur GeForce Now. Ou GeForce Now, a priori, Nvidia ne leur renversera rien. Tout à fait. Voilà, ça m'étonnerait qu'ils reversent grand chose. Donc effectivement, d'un point de vue strictement numéraire et financier, l'éditeur et le développeur ont plus à gagner sur Stadia. Et si en plus Google fait un peu de lobbying en disant mais vous vous rendez compte quand même, ils utilisent vos jeux, machin, ils peuvent très bien arriver à les monter contre eux. Mais ça va dans les deux sens parce que tu dis toi-même que finalement le Crash, tu l'as acheté parce qu'il était sur GeForce Now. Oui. Donc autant c'est vrai que... je pense que c'est pas tous les jeux que j'ai. Non mais en vrai, un mec qui a déjà acheté un jeu, est-ce qu'il va le racheter sur Stadia quoi? Enfin tu vois, c'est toujours la question. Pour moi c'est un frein énorme. Voilà, c'est clair. On va être transparent. Encore une fois, qui plus est, si en plus Stadia s'arrête prématurément, le jeu que vous aurez acheté sur Stadia, merci, au revoir. Bisous. Alors encore une fois, c'est le cas aussi sur Steam. Attention, on sait très bien que le jour où Valve arrêtera Steam, s'il l'arrête, on va beaucoup pleurer, mais parce que les jeux ne nous appartiennent pas vraiment. Mais a priori, Steam est un peu plus costaud en matière de jeux vidéo que Stadia. Et surtout, on se sent plus propriétaire, même si on n'est pas complètement, d'un jeu sur Steam ou Epic Games Store que sur Stadia. Tout à fait. Et ça, en fait, quand on promeut le tout dématérialisé, la liberté sur tous les supports, voire même sur navigateur et tout ça, et que de l'autre côté, on vous dit non, mais il faut quand même racheter votre jeu à chaque fois, et votre jeu sera compatible que Stadia et pas ailleurs. Enfin, voilà, c'est la question des sauvegardes. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte et qui, sur GeForce Now, sont des questions qu'on met vite de côté parce qu'on sait que c'est notre compte, on sait qu'on aura nos amis, on sait qu'on aura nos sauvegardes. Ils sont quasiment pas sur le même créneau en fait. La technologie, c'est du cloud gaming, on est d'accord, mais ils ont pas la même proposition. Et quelque part, je trouve ça intéressant.
parce que si tout le monde fait la même chose, bon bah il y aura le plus gros ou le plus pertinent qui va gagner. Là, c'est déjà une manière de consommer le cloud gaming qui est différente, assez inattendue, il faut l'avouer, et couvre peut-être d'autres perspectives, parce que du coup je pense que Nintendo, ouais, allez, on va dire Nintendo quand même, mais Sony, Microsoft, Amazon, qui lorgnent très fortement sur le cloud gaming, ou qui ont déjà des choses sur le cloud gaming, bah, ils prennent des notes en fait. Ils se disent bon, alors c'est quoi le bon positionnement? Est-ce que c'est de voilà, sachant que les constructeurs de consoles, eux, ont tout intérêt à vendre de la console aussi en parallèle, et que bah, quelqu'un comme Amazon, voilà, quel est son intérêt? Voilà. Est-ce qu'il veut vendre du jeu? Est-ce que c'est simplement que tout le monde soit sur Twitch? Voilà, il y a quand même pas mal de... On peut prendre les choses de diverses manières, et le cloud gaming est encore un peu plus vaste que ce qu'on a bien voulu sous-entendre ou ce qu'on imaginait. Et en ça, la proposition d'NVIDIA est intéressante. Ouais, franchement, vraiment top. Bon, moi, comme on est toujours dans les faiblesses, honnêtement, pour moi, l'ergonomie, c'est une cata. C'est une cata parce que déjà, quand tu es sur leur plateforme à eux, alors certes, tout le monde ne l'a pas, hein, ça c'est pas forcément hyper bien vendu, mais quand même, tu t'attends à ce que sur Shield TV, ce soit vraiment optimisé pour GeForce Now. Donc, comme on l'a dit en début d'émission, bah en fait, c'est un melting pot avec les jeux Android, avec des portages de jeux PC sur Android que tu peux acheter, et effectivement les jeux Now qui vont se retrouver là-dedans. Et surtout, à aucun moment, on va te proposer, notamment sur Shield TV, on va te proposer simplement de connecter ton compte Steam et que automatiquement ça parcourt la liste de tes jeux et que ça te fasse popper dans la liste des jeux disponibles ceux que tu possèdes, tu vois. Et effectivement, alors, du côté de Shield TV, on va te renvoyer sur PC pour effectuer ta configuration avec un code à taper. Et quand tu es sur PC et que tu effectues la configuration, bah, c'est exactement la même chose. Tu te dis, bon, ok, c'est bon, alors tu l'as peut-être pas sur Shield TV, mais sur PC, tu vas avoir une interface claire et simple et une procédure facile pour pouvoir connaître instantanément la liste de tes jeux compatibles avec le service. Et ben non, tu dois te taper les titres les uns après les autres, les titres de ta liste Steam. Alors, si tu as 300 jeux, je te laisse imaginer le délire que c'est. Et tu dois te taper les titres manuellement en enchaînant les chaînes de caractères dans leur moteur de recherche pour voir s'ils sont dispo ou pas, quoi. C'est quand même un truc de fou. Alors, je vais te répondre précisément. Alors sur Shield TV, donc effectivement dans le truc NVIDIA Games, t'as des choses qui sont un petit peu mélangées, mais après t'as quand même une rubrique GeForce Now, bibliothèque, où tu peux mettre justement les jeux GeForce Now. Donc là pour moi on peut certainement faire mieux, mais c'est pas catastrophique, voire c'est même fonctionnel. Par contre sur PC, et là je te rejoins, sur PC ou même ailleurs, vu qu'on peut pas directement lier, alors peut-être qu'il y a une raison, hein, on peut pas directement lier son compte Steam pour récupérer la base des jeux qui seraient compatibles GeForce Now, c'est-à-dire qu'on lie son compte Steam, comme on peut lier son compte Epic Games Store, mais après il faut, comme tu l'as dit, chercher manuellement ces jeux, ou alors voir dans le panel de vignettes proposer un jeu qu'on aurait. Par exemple, voilà, vous voyez n'importe quoi, Fortnite, vous voyez, comme je disais, Crash Bandicoot Trilogy là, et donc vous cliquez dessus et vous dites ah bon, alors donc vous l'avez sur Steam, lancez-le, et en fait une fois que vous allez vouloir le lancer, ça va se connecter à Steam, et si vous l'avez acheté, eh ben ça va se lancer, ou sinon il va vous proposer de l'acheter. Donc effectivement ce fonctionnement un petit peu à l'inverse, en se disant recherchez un jeu que vous savez que vous avez, et s'il est compatible sur GeForce Now, bah, du coup vous pourrez le lancer, il apparaîtra. C'est vrai que c'est pas limpide, c'est pas le truc le plus simple d'accès. Et après moi je pense que c'est simplement une manière de faire, et que rien ne n'empêche, enfin moi de mon point de vue, hein, d'un point de vue purement ergonomique, visuel, rien ne n'empêche de le faire. Après peut-être qu'il y a des termes, je sais pas moi, en termes légaux et tout, qui l'empêchent, mais effectivement c'est le truc le plus gênant, surtout quand on a une grosse bibliothèque de jeux Steam. Je sais pas moi, si j'ai 300-400 jeux Steam, j'aimerais bien qu'automatiquement GeForce Now me dise bah voilà, sur tes 300 jeux il y en a 100 qui sont sur GeForce Now, tu veux commencer à y jouer. Voilà, plutôt qu'aller dans le moteur de recherche et taper le truc, ouais, ou chercher un peu au petit bonheur la chance vignette. Donc là je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est pas assez ergonomique sur l'intégration, la sélection des jeux, même si l'application PC a pas mal évolué et que c'est de plus en plus simple sur PC, mais c'est pas c'est pas comme si vous voyez GOG Galaxy 2.0, donc le launcher de la plateforme Good Old Games,
qui en gros va aller chercher quand vous liez vos comptes donc PS, Xbox, PC, va chercher tous les jeux que vous avez et vous permet, si la plateforme la supporte, de les lancer directement. Voilà, moi ce serait mon rêve. Si demain, après-demain, GeForce Now le fait, ce sera génial. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, il y a encore du travail à faire. Ouais, et alors le deuxième effet qui se pas cool, c'est que lorsque j'ai fait la recherche sur chacun des titres qui m'intéressaient dans ma liste Steam, il y en a quand même pas beaucoup qui sortaient. On va être réaliste. Hein. Honnêtement, c'est très faible hein, quand même. Hein. Alors déjà, surtout notamment au niveau des anciens, quoi. T'as plus de chance sur les jeux récents. Les nouveaux. Et encore, hein, comme on l'a vu, voilà, Tomb Raider, j'ai pas réussi à en sortir un seul, quoi, typiquement, y compris dans les nouveaux. Alors que, comme tu l'avais dit, c'était dispo pendant la bêta. Et pas mal de jeux que je cherchais, je les ai pas retrouvés. Mais les anciens, par contre, c'est même pas la peine de rechercher. Tu peux être quasiment sûr que ça va pas popper, quoi. Ce sera pas dispo sur GeForce Now. Après, ça va dépendre des jeux que tu apprécies, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, effectivement, il n'y a pas toute ta base Steam disponible. Après, voilà, moi, tu vois, par exemple, voilà, en jeu récent auquel j'ai pu jouer, j'ai Dead Cell, j'ai Grip, j'ai Legend of Runeterra, Warframe, Black Sad, Darksiders 2, il y a Destiny 2, il y a The Witcher 3, il y a Batman Arkham Knight. D'ailleurs, pareil, il marche mieux que sur mon PC gamer. Moi, potentiellement, il y a quand même pas mal de jeux qui m'intéressent. Après, effectivement, vu que t'as pas tout et qu'on est aujourd'hui dans un monde où on veut tout tout de suite, on se pose la question de pourquoi j'irais mettre 5,49€ si je suis pas certain d'avoir tous les jeux qui m'intéressent, ou pire, j'ai peut-être un jeu qui m'intéresse actuellement ou des jeux qui m'intéressent actuellement, et peut-être que demain, si l'éditeur les retire, je les aurai plus. Voilà. Et là, il y a c'est des signaux qui sont pas positifs pour les potentiels nouveaux abonnés, parce que ça fait peur en fait. Voilà. T'imagines, demain t'achètes ta PS5, on dit non, attends, en fait finalement on va les enlever. Okay, non mais en fait cool. Y a eu quand même des velléités de Valve de produire on va dire une tueuse de console de salon, hein, avec la fameuse Steam Machine. Mais finalement, quand tu réfléchis un petit peu à la question, c'est eux qui devraient le faire, en fait, ce service, quoi. Au moins, tu aurais la compatibilité à 100%, ils seraient légitimes dessus, ce serait leur propre plateforme, et ils te proposeraient un abonnement pour accéder à tes jeux. Enfin, pourquoi c'est un tiers qui devrait faire ce que Steam devrait proposer de base, quoi. Ils rencontreraient peut-être les mêmes problèmes par rapport au retrait de jeux des éditeurs que Nvidia. Hein. C'est possible... Mais je sais pas. Effectivement, c'est un peu surprenant en fait. Enfin, moi, l'expérience que j'en ai, la vision que j'ai de ce service, c'est un peu, c'est assez étrange. Pareil, j'ai essayé un petit peu l'interface quand même en essayant de jouer. Et pareil, j'étais assez surpris par ce fonctionnement où tu cherches tes jeux en fait. C'est pas sans savoir exactement si tu vas les retrouver ou pas. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu moi ce qui me gêne dans ce service, c'est que c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un peu entre un service à la Shadow et un abonnement comme Stadia, ou comme le sera sûrement le xCloud de Microsoft. On va resituer un petit peu, parce que tu parles de Shadow. Tout à l'heure, quand Polo, tu disais que c'était ma première expérience cloud gaming, c'est faux. Ma première expérience cloud gaming, vraiment, c'était Shadow. Et Shadow, en fait, vous avez accès à un PC distant. C'est ça. Voilà. Mais vraiment un PC, donc où il y a Windows, donc vous pouvez faire de la bureautique, mettre des trucs sur votre bureau, etc. Et vous pouvez effectivement jouer à du jeu vidéo avec une carte graphique qui est quand même plutôt pas mal, etc. Un espace de stockage dédié. Mais par contre, voilà, l'abonnement est quand même nettement plus cher. On va dire que c'est à l'entour de la trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises, de base. Oui. Et mais par contre, vous êtes vraiment entre guillemets propriétaire de votre matériel. Et là, effectivement, vous réutilisez vos jeux Steam, comme si vous étiez sur votre PC en fait, tout à fait. Concrètement. Et là, pareil, moi j'avais testé Shadow en 4G et c'était assez bluffant. Hein. J'avais joué à Dragon Ball Fighters sur téléphone. Alors c'est pas hyper agréable à jouer. Il y avait quand même un pad, hein, mais ça marchait. Ça marchait, il n'y avait pas de saccade, c'était en H265 en termes de compression, franchement c'était quand même propre. Donc encore une fois, ça va vraiment être, et un peu comme pour les nouvelles consoles, hein, ça va être quel jeu
seront accessibles et est-ce que ces jeux-là méritent qu'on s'abonne, hein, comme aujourd'hui sur des services de streaming audio ou vidéo, vous vous dites, attends, il y a quoi concrètement sur Netflix ou sur MyCanal ou sur Spotify, voilà, c'est le contenu. Content is king, hein, comme on dit à chaque fois. Hein, exactement. En fait, les technologies, là, la technologie Force Now, elle est quasi impeccable, hein, ça fonctionne vraiment super bien. On n'en a pas parlé au niveau des fonctionnalités, mais notamment sur Chic TV, tu peux avoir, même si tu joues à la manette, tu peux avoir un clavier virtuel, tu peux avoir un accès assez rapide aux options de Steam pour... en fait, c'est comme une surcouche et tu peux sortir de ton jeu et revenir à Steam. Voilà, et plein de petites choses qui sont assez cool et qui font que c'est pensé quand même par des gamers PC, quoi. Voilà, c'est très pensé PC, donc du coup, moi qui suis joueur PC comme vous, je me sens plutôt bien, j'apprécie d'avoir des options et tout ça. Après, peut-être des gens moins à l'aise avec nouvelles technologies ou qui veulent pas trop se prendre la tête, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus user-friendly, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus geek que Stadia, hein, Apple, clairement, c'est... Ouais, voilà. C'est beaucoup moins... Stadia a vraiment une promesse de rendre le jeu en streaming aussi simple que YouTube, quoi. Enfin, on lance, mais pour le coup, je pense qu'ils ont bien réussi, quoi, hein, à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pour ça aussi que la promesse diffère. Après, encore une fois, rien n'empêche Nvidia de faire peut-être une nouvelle proposition avec une vraie intégration de base de données qui fait que du coup on a automatiquement ma bibliothèque et là on a déjà tous les jeux qui sont rattachés à nos comptes. À mon sens c'est faisable, encore une fois. Si Nvidia veut nous répondre, il n'y a pas de problème, on est à l'écoute. Et on reviendra peut-être plus tard sur GeForce Now, parce que j'aime bien l'idée de revenir un petit peu avec du recul et une période de test, parce qu'effectivement quand la version officielle, enfin la version finale de GeForce Now est arrivée, tout le monde a trouvé que c'était génial. Alors effectivement la technologie est vraiment cool, mais voilà, tout le monde disait là, si vous voulez jouer gratuitement en cloud gaming, c'est ça, c'est nickel et tout. On se retrouve plusieurs semaines après, la technologie est toujours aussi cool, sauf que ça devient assez difficile d'accéder à des parties gratuites et que il y a quand même pas mal d'ombres sur le catalogue et sur le prix de l'abonnement au-delà des 12 premiers mois. Voilà. Ouais. Donc, moi je pense que rendez-vous peut-être pas dans un an pour voir. Ouais, carrément, il faudra refaire un point a posteriori, c'est sûr. Moi je pense, j'étais en train de penser en t'entendant en parler là, au fait que s'ils proposent pas justement cette fonctionnalité qui te permet de voir instantanément quels sont les jeux de ton catalogue qui sont compatibles, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Et peut-être que quand tu as un catalogue de 400 jeux sur Steam et que tu vois jeu compatible de points égale 63, après avoir fait ton scan, ça pourrait peut-être faire mal, quoi. Hein. Ouais, mais alors je vais prendre un exemple par rapport à ça qui se rapproche un petit peu. C'est quand Microsoft a lancé la rétrocompatibilité sur Xbox One. Le principe c'est que si t'as un jeu que t'as acheté sur 360 sur le Microsoft Store, en fait il apparaissait dans la bibliothèque. Au départ il y en avait très peu, en fait il y avait quelques petits jeux, quelques jeux arcade, il y avait quelques 2-3 titres de Microsoft, et on se dit finalement il y a rien de ma bibliothèque qui est vraiment compatible. Et il y avait un truc qui était vraiment sympa sur ce service, c'est que c'était presque un petit bonheur de voir un jeu apparaître, tiens je peux jouer à ça maintenant. Et je pense qu'au fur et à mesure, d'avoir cette fonctionnalité et de lancer le truc et de dire tiens, ce jeu-là est dispo maintenant, je trouve que ça serait pas mal, même si effectivement au départ on va se retrouver ça c'est cool, effet, mais disons que cet effet de presque avoir rien de sa bibliothèque qui est compatible. Mais moi franchement pour moi c'est, je te rejoins complètement, je trouve ça complètement aberrant de pas que ça soit pas la feature principale. C'est je me connecte et je sais quels jeux sont dispo. Et là on sait pas en fait. Et du coup la promesse est floue parce que d'un côté on te promet tu peux jouer à tes jeux Steam, mais de l'autre tu sais pas à quel jeu tu peux même pas savoir précisément à quel jeu tu peux jouer dans ta bibliothèque. Et dans l'exemple que tu cites, c'est un bonus, on va dire, la rétrocompatibilité, alors que là on parle du cœur du réacteur, quoi. Oui, là on parle de la feature principale du service, donc oui. Ouais, c'est un petit peu embêtant tout ça. Bon, on referme le chapitre des faiblesses du coup du système de GeForce Now, on passe sur le chapitre qui se pose la question de savoir si on a affaire à un Stadia killer. Alors est-ce que c'est le cas ? Déjà, est-ce qu'on peut tuer la mort, premièrement ?
C'est un peu, disons que bon, Stadia, il y a deux choses. Bon, je pense qu'effectivement le lancement de Stadia a été très décevant par rapport aux promesses énormes. On se disait Google, ils vont tout tuer, ça va être la nouvelle PlayStation. Mais en plus ils avaient recruté quand même des pointures je parle pas seulement de Phil Harrison, mais d'autres pointures du jeu vidéo. On se disait oui, ça va être énorme ce qu'ils vont faire. En plus leur présentation qu'ils avaient fait, la première présentation qu'ils avaient fait, qui était quand même très très alléchante, il y avait plein de fonctionnalités qui sont pas là pour l'instant. Le lancement a été très très limité. Les jeux sont quasi inexistants. Pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, je pense qu'il faut quand même pas les enterrer trop rapidement, parce que ça reste Google. Je pense qu'ils ont quand même des ressources énormes à mettre là-dedans. Et en plus, c'est une des parties les plus profitables de Google, parce que c'est plus particulièrement YouTube qui est derrière. Et donc, je pense que Stadia, pour l'instant, pour moi, ils sont en bêta, et voire limite en alpha presque, par rapport à la vision qu'ils ont. Après, il y a aussi le côté, le risque avec Google, c'est qu'ils restent très 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 longtemps en bêta, et voir qu'ils n'en sortent jamais. Donc moi, je pense qu'il est quand même un peu tôt pour dire que Stadia est un échec, mais c'est vrai que pour l'instant, le service est très décevant, et c'est assez facile de faire plus séduisant que leur offre actuelle. Non, mais totalement, je suis de cet avis. Je pense qu'il est à la fois il est arrivé, enfin la promesse, le service n'est pas arrivé assez fini, assez costaud, que même si on l'a dit nous là avec GeForce Now, qu'en gros on n'est pas obligé d'avoir une fibre pour pouvoir fonctionner, mais pour franchir un cap et montrer de la différence, effectivement, il faut quand même avoir une bonne connexion. Et de l'autre côté, encore une fois, hein, c'est une plateforme de jeu, même si elle est dématérialisée. Et donc, bah, qui dit jeu, dit jeu. Donc, il faut avoir des jeux qui donnent envie. Et même, on nous avait parlé d'exclus Stadia. Voilà, il n'y a pas de trucs qui vous font vous lever de votre chaise. Donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment démarré en fait. Ouais, donc au final. Démarrer, puis en plus, il y a d'autres killers qui risquent d'être un peu plus dangereux. Ouais, du style. Bah, y compris pour GeForce Now. Faut en parler, quoi, du style, voilà, xCloud, quoi, typiquement. xCloud qui va se préciser, je pense, d'ici la fin de l'année. Je pense que Sony va profiter de la PS5 aussi pour muscler le PS Now aussi. Sachant que c'est aussi un service qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui devient de plus en plus attractif, qui n'était pas forcément attractif au début au niveau du catalogue, mais qui devient de plus en plus. Encore une fois, voilà, ça fonctionne très bien le PlayStation Now, mais ça pêche et ça ne démarre pas. Enfin, ça ne démarre pas. Ça n'a pas vraiment emballé tout le monde parce que les jeux étaient trop vieux. Oui. Voilà. Et dès lors que là il y a eu donc une baisse de prix quand même significative, et il y a eu donc Uncharted 4 et le dernier God of War, bon, ça a attiré un petit peu plus les foules, mais c'est pas voilà. Si demain ils font comme Microsoft avec son Game Pass en disant bah voilà les jeux les exclus Day One, là on commence à discuter. Là ça commence à être intéressant, voire même trop intéressant par rapport à la vente de jeux physiques, ce qui entraînera d'autres problèmes. Mais je pense que vraiment le nerf de la guerre, c'est le catalogue. Voilà. Et donc si Nvidia, si Google arrive à pallier, à être beaucoup plus riche et beaucoup plus percutant avec leur catalogue, là peut-être ils arriveront à intéresser vraiment les gens. Mais pour l'instant, ça reste des belles promesses technologiques. Donc au final, pas assez costaud. Ouais, dans les deux cas, on peut pas vraiment parler de Stadia Killer, même si a priori, bon ça on verra en conclusion, mais l'offre de Nvidia semble un peu plus appétante, quoi, pour quelqu'un qui aurait déjà un catalogue Steam. En gros, pour un PCiste, quoi, hein, on va dire. Un PCiste, là, clairement, on est sur des personnes qui sont gamers PC, en fait. Ouais, tout à fait. Hein, alors que Stadia s'adresse à... quand même. Enfin, leur promesse initiale était quand même de viser un public très très large. En fait, ils visent pas du tout le même public. Notamment un public beaucoup plus casual et beaucoup plus grand public justement que le simple cercle des joueurs PC. Carrément. On passe à la conclusion du coup. Yes.
Ah bah c'est parti. Alors, en guise de conclusion, finalement, est-ce que c'est avec ces deux acteurs-là qu'on va imposer que le cloud gaming a des chances de s'imposer, selon vous? Que ce soit Google ou Nvidia. C'est peut-être une première cartouche pour l'un comme pour l'autre qui va pas forcément donner ses... Je pense qu'il y a on parle de Microsoft, on parle de Sony, mais je pense qu'il y a un troisième acteur qui n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes là-dessus, c'est Amazon. Ouais, et je pense qu'ils ont des grosses cartes à jouer aussi. Et, pour l'instant, je pense que c'est encore très très tôt pour savoir qui va vraiment profiter de cette explosion du streaming qui aura lieu de toute façon, parce que je pense que malgré tout c'est l'avenir. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais tout aussi bien, il y aura peut-être de la place pour un acteur un peu plus spécialiste et qui séduirait davantage les joueurs PC hardcore entre guillemets, et ça pourrait très bien être une niche pour GeForce Now, pourquoi pas. Ouais. Alors justement, ouais. j'ai pas rebondi quand Polo tu parlais de Steam. Pourquoi Steam ne fait pas d'offres similaires de streaming? Alors il y a évidemment plusieurs raisons, mais principalement, je pense que ce qu'on n'évoque pas forcément, c'est que pour faire vraiment du cloud gaming, il faut vraiment avoir une infrastructure réseau très très costaud, et pour le coup, il n'y a pas énormément de boîtes qui sont capables de faire ça. Il y a Microsoft, il y a Google, il y a Sony avec le rachat Gaikai, et il y a surtout Amazon qui a, si je dis pas de bêtises, les plus gros, enfin la plus grosse infrastructure de serveurs cloud, avec son AWS, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est pour ça qu'ils vont se lancer. Enfin, ça paraît indécent qu'ils ne se lancent pas sur le cloud gaming alors qu'ils ont toute l'infrastructure qu'il faut. Et ils ont Twitch quand même. Et ils ont Twitch. Qu'ils ont évidemment pas acheté à but innocent. Donc effectivement, au-delà du marketing, c'est vraiment l'infrastructure qui va faire que, un peu comme Netflix, hein, ça a été une des forces de Netflix, que ça va se lancer tout de suite, qu'il n'y aura pas de grosse attente, que tout va être hyper fluide, la résol, tout ce qui est important en fait pour être tout de suite dans de bonnes conditions fonctionne sur le cloud gaming, et en fait, peu importe où on est. Donc ça, c'est quelque chose qui est comment dire, très caché, qu'on va pas forcément voir, et on en parlait dans le Polocast sur Stadia. En fait, c'est que quand la promesse du cloud gaming, elle passe aussi par tout ce qui arrive avant le matos en fait, donc notamment la connexion internet, voire même votre box, voilà, tout ça doit être optimisé pour limiter la latence, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Et donc au-delà de ça, le service en lui-même peut pas forcément être un killer, ou va pas forcément être ce qui va imposer le cloud gaming. Il faut vraiment que tout soit au diapason. Il faut que quasiment que vous soyez fibré, ou en tout cas que vous ayez une bonne connexion internet, que vous ayez pas trop de matos en même temps connecté, et que vous ayez une liste de jeux conséquente, ou en tout cas appétante, et que derrière, en termes d'interface, tout que vous y retrouvez, et que l'abonnement soit dans de bonnes conditions. Donc à date, ces deux services sont des propositions, voilà, qui sont pas encore complètement abouties, comme on l'a dit. Moi personnellement, celle de Nvidia me parle plus et m'intéresse plus, parce que voilà, j'ai le plaisir de retrouver quand même une bonne partie de mes jeux Steam, en tout cas une partie de mes jeux Steam, dont ne pas avoir à les racheter, et que je peux essayer le service gratuitement pour voir si ça me convient. Voilà. Par contre, comme on l'a dit, voilà, il y a encore trop de failles pour que je puisse me dire ok, c'est bon, je pars sur un abonnement ad vitam aeternam. Mais c'est une proposition qui apporte des choses. Et puis tu mets le doigt sur un point intéressant, c'est que c'est aussi une question de l'écosystème dans lequel tu es déjà investi. Genre moi typiquement la solution qui m'intéresse le plus, c'est xCloud, parce que je suis abonné à Game Pass, et que je sais que c'est ce qui va m'attirer le plus au niveau offre.
de pouvoir étendre cet écosystème-là au cloud. Donc, concrètement, tu parles d'écosystème, on parlait d'Amazon. Imaginez que dans votre Amazon Prime, enfin l'abonnement, vous ayez non seulement Prime Vidéo, machin, et que vous ayez aussi un service de cloud gaming dedans, ou alors avec un abonnement un peu surévalué, mais ça serait une boucherie. Alors là, à la limite, pour le coup, il pourra prendre le modèle économique de Stadia en disant, bah voilà, l'accès est complètement gratos, par contre vous devez racheter vos jeux. Oui, là pourquoi pas. Avec un accès gratos, why not, quoi. Mais c'est vrai que Stadia qui te demande un abonnement pour racheter tes jeux, là c'est vachement moins cool, quoi. Mais clairement la carte Amazon, ça va être très très intéressant, ça c'est sûr. Il y aura vraiment quelque chose à jouer. Ouais. En tout cas, l'écosystème et le catalogue sont des valeurs essentielles en plus de l'éventuel prix de l'abonnement, quoi. C'est vraiment payer, oui, mais pourquoi? Voilà. En tout cas, c'est marrant parce qu'on parlait de Netflix et c'est marrant quand même de voir à quel point le jeu vidéo est en retard par rapport au cinéma. Parce que finalement, les offres Netflix et MyCanal, ou même Amazon Prime Video, quoi, pourquoi pas, on est dans le cloud, quoi, en fait. Hein. C'est pas du gaming, mais c'est du cloud quand même. À une époque pas si lointaine, on jurait que par des DVD ou des Blu-ray, quoi. Donc la transition, elle s'est faite sans qu'on la voie venir, hein, finalement. Hein. Ça a été très rapide. Et finalement, le jeu vidéo a quand même, je sais pas combien il va y avoir d'années de retard par rapport au cinéma ou au monde des séries, mais il y a des chances que ce soit... Bon, alors certes, c'est plus complexe d'adapter le jeu vidéo au cloud que purement de la vidéo, quoi. C'est pas du tout la même problématique, hein, clairement. Il y a la problématique de la bande passante en montée qui est pas... Ouais, de la puissance de calcul. Qui a un tout autre problème à régler. Voilà, t'as l'upload comme problème, et puis t'as la puissance de calcul derrière, c'est autre chose de te balancer un flux vidéo que de calculer ton jeu en ray tracing, quoi, ça c'est clair. Et un manque à gagner pour les éditeurs qui est bien plus important. Hein. Voilà, parce qu'il y a aussi un marché. En Blu-ray, DVD, voilà, entre 15 et 30 balles, on va dire. Ouais. Ton jeu qui en général serait plutôt aux alentours de 40 à 60. On l'a dit, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de choses à afficher. Il faut y avoir une latence quasi imperceptible, sinon ça vaut pas le coup. Il y a beaucoup d'ayants droit, pas mal. Ça sur le cinéma aussi, mais on n'a pas forcément la case constructeur en fait. Quand on parle cinéma, t'as juste simplement les gens qui font le film, qui produisent, mais t'as pas forcément si c'était des jeux exclusifs Sony par exemple, voilà, c'est un tout petit peu plus complexe aussi. Puis dans le cinéma, en tous les cas, vu que ces services de streaming comme Netflix, Spotify et autres sont des trucs un peu clé en main tout en un, c'est-à-dire qu'une fois que tu payes ton abonnement, tu sais que tu as accès à un grand nombre de contenus accessibles quand tu le souhaites, etc. Alors par contre évidemment tu as un roulement, donc tu as des trucs qui peuvent disparaître au fil de l'eau, ça c'est peut-être moins compatible avec le jeu vidéo quand tu as des jeux qui doivent se faire sur une centaine d'heures, ça dit c'est déjà le cas avec le Game Pass. Tout à fait. Et sauf que le Game Pass, par contre, tu peux télécharger tes jeux sur la plateforme et après tu peux les acheter. Mais en tous les cas, aujourd'hui, quelqu'un qui aurait un compte Spotify et Netflix ne comprend pas pourquoi, s'il paye Stadia, il n'a pas accès à, je sais pas moi, 500 jeux. Non, mais c'est illisible au plan commercial. Qu'il n'ait pas une super interface qui lui conseille les jeux par rapport à ce qu'il aime, à ce qu'il est, machin. C'est là où, effectivement, j'entends un peu ce que tu dis par rapport au retard. On y arrivera. Hein. Je pense que clairement. En dépit de la plus grande complexité, ça va être l'usage qui va régir ce que vont devenir ces plateformes-là. Et comme disait Stéphane, il est fort probable que le cloud gaming soit une bonne partie du jeu vidéo de demain, pour pas dire l'intégralité, et que donc du coup forcément pour être appétant il va falloir vraiment montrer les muscles et montrer quelque chose qui soit Netflixiesque. Ouais, tout à fait. Donc hyper facile d'accès, hyper fonctionnel et avec beaucoup de contenu pour dire non mais voilà il faut que je vienne sur cette plateforme là parce que il y a tout ce que je veux quoi. Là pour l'instant sur GeForce Now et sur Stadia c'est pas le cas. Je peux pas dire j'ai tout ce que je veux, c'est hyper accessible en termes de prix, je m'y retrouve, voilà c'est encore peut-être trop jeune. Ce qu'on n'a pas dit par rapport au prix des jeux que tu soulignais et qui font qu'on ne peut pas rentrer ça dans un abonnement à 10 balles ou 15 balles, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que dans le monde du cinéma, ils ont un truc qui s'appelle la chronologie des médias.
Donc, genre sur MyCanal, tu n'as pas ce qui sort au ciné. Hein, il faut attendre en gros entre 1 an et 1 an et demi pour l'avoir sur ton MyCanal. C'est quand même plutôt français, hein, cette chronologie obligée. Il me semble que là, si je dis pas de bêtises, avec le Corona, je sais plus quel major a pris des décisions de sortir des trucs avant aux États-Unis. En France, c'est pas possible. Parce que tu as vraiment la chronologie des médias et du coup, tu dois avoir une latitude de 36 mois, je crois. Entre la sortie ciné et le truc VOD, si j'ai bien lu. En tout cas, c'est beaucoup plus marqué en France que ailleurs. Mais tu vois, sur Netflix, au niveau de leur série, évidemment, il n'y a pas de chronologie des médias puisque c'est du contenu, c'est du contenu exclusif, quoi, pour le coup. Mais par contre, tu regardes les films que tu as sur Netflix, c'est eux truc. Et encore, pour le coup, c'est encore pire qu'une chronologie des médias. Resserré un petit peu par rapport au lancement de Netflix, mais au départ, c'était vraiment. Ça reste encore du Google, même si c'est moins poussiéreux qu'au lancement, mais ça reste quand même vieux. Hein. Ça reste quand même vieux. Parce que je crois que c'est ça. Je crois que c'est 36 pour la SVOD, ça reste 36 mois. Ouais, il me semble que c'est ça. Et alors après, on peut faire une analogie aussi avec le monde du jeu vidéo. Par exemple, tout à l'heure, on va pas dire qu'on pestait, mais on pointait du doigt le fait que PlayStation Now ne permettait pas d'avoir des jeux récents. Très récent et quelque part ça se comprend parce qu'en fait Sony doit vendre des consoles, doit essayer de dire à ses éditeurs que s'ils vendent des jeux sur leur plateforme, c'est bien, et que au passage Sony récupère des royalties sur chaque jeu vendu sur sa console. Donc effectivement, si on met ça dans un abonnement à 10 balles par mois, c'est pas tout à fait le même. Il y a un manque à gagner, on va dire. Donc peut-être que ça aussi, ça imposera une chronologie des médias sur le jeu vidéo pour que chacun y trouve son compte. Hein. Rappelez-vous le fiasco de la PSP Go, où même si c'est pas exactement la même chose, mais le fait de passer en tout dématérialisé, il y a beaucoup d'éditeurs, de constructeurs qui ont fait, même de distributeurs, qui n'ont pas voulu vendre la console parce que du coup, ils ne gagneraient pas d'argent sur les jeux. Tout est possible dans le petit monde des jeux vidéo. Là, il y a des propositions qui sont faites. Comme on l'a dit, Stadia, c'est pas vraiment une version finale. GeForce Now, c'est une version finale, mais qui, à mon avis, est amenée à évoluer dans les 12 mois qui viennent. Et il y aura d'autres choses, et tout ça va mûrir. Et puis, encore une fois, ça sera l'accueil du public et l'usage que les gens feront du cloud gaming qui définira ce que ça va être à l'avenir. Voilà, donc pour l'instant, les deux propositions, on va dire, bien qu'étant très différentes, c'est pas la démocratisation va pas commencer aujourd'hui, quoi, en fait. Hein, non. Ça se fera un jour, comme tu le disais très justement, mais c'est pas, on n'y est pas encore, hein, clairement. Yes. Donc voilà un peu ce tour d'horizon de ces deux services, puisque maintenant on connaît finalement depuis pas si longtemps que ça la vraie proposition de GeForce Now, même si elle sera très certainement amenée à changer, comme tu disais. On voit bien qu'ils ont attendu que Google place ses pions pour ouvrir leur vanne à eux, quoi, hein, puisqu'en fait cette officialisation, ils auraient très bien pu la faire il y a 6 mois, hein, on va pas se mentir. Hein. Le truc était prêt, quoi, en fait, hein, puisqu'en bêta ça fonctionnait vraiment très bien. On voit bien qu'ils ont attendu de pas être les premiers à tirer, un peu comme Sony attend Microsoft actuellement, avec les PS5 et Xbox Series X. Mais finalement, voilà, pour moi, l'une comme l'autre des offres ne sont pas encore suffisamment appétantes pour vraiment s'y mettre. Mais clairement, s'il y en avait une des deux à choisir dans ce premier jet, on va dire, des offres grand public entre guillemets de cloud gaming, je suis quand même perso beaucoup plus séduit par la proposition d'NVIDIA. Voilà, même si effectivement c'est quand même très aléatoire, mais l'avantage dans un cas comme dans l'autre, et ça c'est vraiment très important, c'est que ça nous aura, déjà, ça aura matérialisé le cloud gaming, ça l'aura rendu concret et réel, quoi, puisque avant c'était un peu un truc dont on parlait sans jamais l'avoir vu, et donc là, ça a permis de voir déjà que techniquement c'était possible et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir la fibre pour en disposer. Enfin, moi, c'est quelque chose que ça m'a appris, hein, clairement, enfin, notamment au niveau de GeForce Now. Ça, c'est vraiment très intéressant, quoi, du coup. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas, enfin voilà, même si, même en abonnement payant, on va dire à GeForce Now, j'aurais pas, je lâcherais pas la console pour autant ou le PC, quoi, en fait, pour l'instant. Sauf s'il fallait que je joue dans un autre endroit et que techniquement j'avais pas le choix, que je pouvais pas ramener mon PC. En gros, c'est un peu la proposition de la Switch, hein, finalement, quand il pense. Hein, c'est où tu veux, quand tu veux, quoi. Sauf que par rapport à la Switch, la différence c'est qu'il te faut une connexion et qu'elle soit pas mauvaise si possible.
Mais voilà, je suis pas encore. La Switch aussi a eu du cloud gaming sur en plus, Resident Evil 7 au Japon. Et Assassin's Creed Origins au Japon. Je le ressors à chaque fois, mais c'est vrai. Et que pareil, il y a d'autres propositions qui existent. On va pas l'oublier, mais donc il y a Shadow qui est un PC dans le cloud. Il y a Black Nut qui est français aussi, qui est une plateforme de cloud gaming, on va dire un peu plus familiale. Voilà, enfin, il y a d'autres choses qui ont été tentées au niveau du cloud gaming, mais c'est vrai que Stadia, c'est à mon sens le truc qui a le plus frappé l'opinion publique au sens large, le grand public, vraiment avec strass et paillettes, même si au final pour l'instant on n'est pas convaincu. Et GeForce Now, c'est plus pour les gamers PC, j'ai envie de dire, qui savent ce qu'est Nvidia, parce que ça parle pas non plus à tout le monde, et qui ont suffisamment de jeux sur Steam et Epic Games Store pour se projeter, pour se dire voilà, effectivement ça peut m'intéresser. Voilà, même si effectivement on peut y jouer sur smartphone, mais c'est vrai que globalement c'est vraiment dans l'écosystème PC ou Mac que GeForce Now prend toute son ampleur. Tout à fait. Autre chose à rajouter en guise de conclusion? Nope. On a fait le tour? Nope. Yes. Alors, si vous-même vous avez testé ces services de cloud gaming, n'hésitez pas à faire part de vos retours via les commentaires de la vidéo YouTube sur la chaîne Retropolo ou tout simplement sur Apple Podcast. Vous pouvez également profiter de ces deux vecteurs pour nous suggérer des idées d'émissions. Salut les gars et salut à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode DGG. Bye bye. Salut, bye. Ciao.